Ce programme vous est présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette émission spéciale consacrée ce soir au 15e sommet des BRICS, un sommet annoncé comme historique qui se tient à Johannesburg. Sont réunis les leaders des pays membres du groupe et une cinquantaine de délégations étrangères, tous présents pour renforcer leurs relations et donner une nouvelle impulsion dans une conjoncture internationale marquée par de profonds changements et de nombreux défis. Alors à l'ordre du jour, le renforcement du partenariat économique et l'optimisation de l'influence du Sud global sur la scène internationale. J'aurai le plaisir d'en parler avec mes trois invités ce soir. Nazim Sini, expert économique en charge des relations internationales. Sébastien Perimoni, responsable du bureau Afrique à l'Institut Schiller. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Mohamed Rabbah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, retour tout d'abord sur la création des BRICS. Il voit donc le jour en 2009 dans une conjoncture économique et financière globale avec un premier sommet qui se tient en Russie, en présence de la Russie donc, de l'Inde, de la Chine et du Brésil. Et puis le groupe s'élargit ensuite avec l'adhésion de l'Afrique du Sud. C'était en 2011. Et aujourd'hui, le club des 5 pèse lourd, on peut le dire. Plus de 42% de la population mondiale, 23% du produit intérieur brut mondial et 18% du commerce international. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On entame cette émission avec vous, Monsieur Rabbah. Quel est l'enjeu de ce sommet des BRICS? Que faut-il attendre sur le volet économique? Sur le volet économique, en ce qui concerne l'Algérie, nous attendons surtout l'adhésion de l'Algérie à ce forum que nous espérons se réalisera. Mais apparemment, d'après l'ordre du jour de ce forum, il est attendu que ce forum détermine les critères d'adhésion des pays qui ont postulé pour devenir membres de ce forum. Actuellement, il y a une vingtaine de pays qui ont postulé officiellement pour rejoindre le groupe des BRICS. Cependant, les critères qui apparemment seront fixés par ce groupe vont être des critères très, très difficiles à réaliser par les prétendants au poste de membre du groupe des BRICS. Nous espérons que l'Algérie remplisse ces critères pour y devenir membre. Mais en ce qui concerne l'enjeu des BRICS, l'enjeu il est planétaire. Justement. Il est planétaire. À travers ces BRICS, nous attendons à ce que naisse un nouvel ordre mondial plus équitable, très bien, plus juste pour l'ensemble de la communauté mondiale. Très bien. Alors Sébastien Perimoni, je me tourne vers vous. Même question. Quel est l'enjeu de ce sommet? Que faut-il en attendre sur le volet économique? D'abord, l'économie, c'est politique. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un changement tectonique. C'est comme l'a dit Lavrov lui-même, c'est-à-dire qu'on est face à un Occident collectif, ce qu'il a appelé l'Occident collectif, qui veut maintenir son hégémonie face à la majorité globale, la majorité mondiale, le Sud global, peu importe comment on l'appelle, qui veut aujourd'hui se libérer de ce néocolonialisme, de cet impérialisme. Et je cite Lavrov.
la communauté internationale est fatiguée du chantage et de la pression des élites occidentales et de leur manière coloniale et raciste. Des bouleversements tectoniques se produisent dans le monde aujourd'hui. Donc ce à quoi on assiste, c'est à une révolution politique plus qu'économique, à mon avis, avec justement cette alliance des BRICS qui est en train de mettre fin à l'ère du colonialisme, du néocolonialisme qui perdure depuis plus de 200 ans. Et j'ai eu la chance d'assister au sommet Russie-Afrique, par exemple, qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Et c'était la même doxa. Nous vivons la fin de l'ère néocoloniale imposée par un Occident collectif, comme dit Lavrov, sur un Sud global, par des conditionnalités imposées par des banques comme le FMI, la Banque mondiale, par le consensus de Washington, par le pillage des matières premières, par justement le franc CFA dans beaucoup de pays, 14 pays africains, par tout un ensemble d'accords de coopération militaire ou économique qui ont maintenu les États du Sud global, du Sud planétaire, dans un état de non-développement. Et ce sommet des BRICS, pour moi, c'est avant tout une révolution politique, avant d'être une révolution économique, puisqu'on est en train de vivre un changement de paradigme où justement l'hégémonie qui a été imposée depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années sur les pays du Sud, et même, disons-le, sur la Chine, sur la Russie. Rappelons, après la chute de l'Union soviétique, la Russie a été pillée. Et donc aujourd'hui, on est en train d'avoir un changement de paradigme. Et ce sommet des BRICS, comme le sommet Russie-Afrique, sont le symbole que justement l'hégémonie du monde occidental, le néocolonialisme, aujourd'hui touche à sa fin. Et c'est une bonne nouvelle pour le monde. Et j'espère que les élites occidentales vont le comprendre. Nazim Sini, vous rejoignez un petit peu l'analyse de Sébastien Perimoni ? Oui, totalement. Et puis je vais compléter aussi. Vous savez, aujourd'hui, les BRICS veulent tout simplement imposer, enfin je dirais pas imposer, mais plutôt revoir la cartographie des échanges commerciaux. Et surtout, vous savez, ils n'ont pas de la prétention de venir renverser la table. Ça, ce sont les médias étrangers qui ont tendance à opposer les BRICS au reste du monde. Bien au contraire, je pense que les BRICS ont une philosophie et une vision du monde qui est beaucoup plus multipolaire que l'Occident. Et puis quand vous observez bien, les BRICS, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont clairement un groupe de pays qui sont majoritairement dominants sur leur continent respectif, le Brésil pour l'Amérique latine, la Russie pour l'Eurasie, l'Inde et la Chine pour le continent asiatique, et puis l'Afrique du Sud pour le continent africain. Et ce qui est important de rappeler, c'est que ce sommet, d'abord, va devoir institutionnaliser véritablement les BRICS, parce que ce qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui, c'est un club informel. Ils n'ont pas de secrétaire général, il n'y a pas de président à proprement parler qui préside les BRICS, il n'y a pas de siège comme on peut l'entendre, mais aujourd'hui, la volonté des autres pays de rejoindre les BRICS, c'est surtout, j'ai l'impression, d'avoir une réincarnation de ce qu'était le club des pays non alignés il y a de ça une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et à leur tête, l'Algérie. C'est pour ça que la candidature algérienne pour intégrer ce groupe des BRICS est totalement cohérente et surtout en phase avec son ADN. D'ailleurs, vous savez, il y avait une précédente initiative qui avait été amorcée par l'Algérie, le Mexique, le Venezuela et le Brésil dans les années 80, il me semble, à la fin des années 80, pour créer le G15. Donc le contrepoids du G20, enfin à l'époque du G8, puisque la Russie a été éjectée du G8. Maintenant, c'est plus que le G7. Et c'est pour ça que je trouve que ce sommet, d'abord, va lancer un message très fort à l'ensemble du monde pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de redessiner les contours d'abord de la mondialisation, également des rapports de force économiques, mais aussi politiques. C'est pour ça que je rejoins totalement ce qui a été dit sur votre plateau, c'est que c'est surtout, on épouse une vision politique, diplomatique du monde. Et c'est en cela que les pays occidentaux craignent ou voient d'un mauvais œil l'émergence des BRICS, parce qu'il faut savoir que de toute manière, les membres des BRICS sont un véritable rouleau compresseur économique, démographique, puisqu'ils ont une population extrêmement jeune, et également en matière d'innovation. Je tiens juste à vous rappeler un chiffre qui est extrêmement important. La moitié des publications scientifiques émanent des Chinois. Ce n'est plus l'Europe ni les États-Unis qui aujourd'hui est le moteur de la croissance mondiale et le moteur de l'innovation mondiale. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la Chine et l'Inde, ce sont des nations technologiques avant d'être des nations industrielles. Et on l'espère, puisque c'est la question qui se pose pour l'Algérie, que notre pays puisse bénéficier du savoir-faire et de l'expertise de l'ensemble des pays des BRICS.
Mais je tiens surtout à nuancer, c'est très important, les BRICS vont avoir aussi affaire à des défis colossaux, notamment en matière de gouvernance, en matière de réchauffement climatique et surtout également en matière de lutte contre la corruption et surtout de lutte contre les inégalités de richesse. Très bien, nous y reviendrons justement. Alors, Mohamed Rebah, les travaux du sommet des BRICS se sont donc ouverts par la tenue d'un forum économique. À votre avis, quels sont les principaux secteurs ciblés dans l'objectif affiché d'augmenter le volume d'investissement et d'échanges entre les membres du groupe des BRICS? Les secteurs qui sont visés, il y a en premier lieu l'agriculture, les technologies, le secteur de l'énergie et bien entendu le développement d'un partenariat multilatéral pour encourager les échanges entre les pays des BRICS et les pays qui auront à rejoindre les BRICS s'ils seront acceptés et s'ils remplissent les critères d'adhésion. Et la participation de notre pays à ce forum, elle démontre l'intérêt que porte l'Algérie à un ordre mondial plus juste, plus équitable et à la réforme de la gouvernance mondiale. Ça, c'est très important à souligner. Moi, je pense que outre les critères qui seront fixés par les BRICS, il y a des avantages comparatifs que détient l'Algérie et qui doivent être pris en considération. Parmi ces avantages, il y a le volet géopolitique de l'Algérie qui partage pratiquement les mêmes points de vue et les mêmes thèses que les 5 pays du BRICS. Vous avez également des avantages géostratégiques qui placent l'Algérie dans une position très favorable. Nous avons quand même 1200 kilomètres vers la Méditerranée. Côte, oui. Nous avons un réseau de chemin de fer qui est très développé. Nous avons un réseau autoroutier qui est très développé. Nous avons quand même une frontière avec plusieurs pays africains. Nous avons quelque chose comme 17 wilayas de l'Algérie qui ont des frontières avec des pays africains. Tout ça doit être pris en considération, à mon avis, pour faire en sorte que l'Algérie, malgré le fait que certains critères économiques ne font pas d'elle un postulant sérieux pour rejoindre les BRICS, mais il faudrait tenir compte de ces avantages géopolitiques et géostratégiques. Très bien. Très bien. Dans une conjoncture, on revient au sommet des BRICS en lui-même. Nazim Sini, je me tourne vers vous. Dans une conjoncture donc marquée par des risques de récession en Europe notamment, est-ce que les BRICS constituent une réelle alternative de croissance économique ? Oui, clairement, parce que d'abord, les BRICS sont toujours constitués, surtout sur ces 10 dernières années, une véritable locomotive économique au niveau international. Et puis quand vous observez les membres des BRICS, ce sont chacun des pays qui ont une domination. Le Brésil, c'est un pays, par exemple, qui est à dominante agricole. C'est une puissance céréalière et agricole. La Russie, qu'on ne présente plus, est une puissance énergétique. Et vous le savez très bien, aujourd'hui en Europe, il y a une véritable crise en matière énergétique, notamment dans l'approvisionnement en gaz et en pétrole. Et c'est pour ça que, en soi, effectivement, les BRICS ont toujours été un réceptacle d'IDE, c'est-à-dire qu'ils ont accaparé pratiquement 70% des IDE à travers le monde. C'est pour vous dire à quel point ils représentent un véritable potentiel de croissance, non seulement pour les entreprises occidentales, mais aussi pour l'innovation, pour également des secteurs à forte valeur ajoutée comme les semi-conducteurs. Si on parle des semi-conducteurs, les 3/4 de cette industrie sont
sont implantés entre la Chine et Taïwan. Donc c'est pour vous dire, elle est concentrée entièrement dans l'Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, les BRICS ont un point économique non négligeable et qui va encore progresser dans les années à venir. D'ailleurs, je tenais à vous rappeler qu'en sortant de crise Covid, l'économie mondiale a été portée entièrement par les BRICS. Alors vous imaginez si vous avez des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme l'Arabie Saoudite ou encore le Mexique qui viendraient rejoindre ce contingent des BRICS, alors dans ce cas-là, l'Occident serait réduit à peau de chagrin, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avantage certain pour les pays des BRICS, et je vous ai dit surtout dans des domaines qui échappent complètement à l'Occident. Si on parle ne serait-ce que de l'âge médian, vous voyez que l'avantage est clairement donné aux BRICS, sans parler également de l'innovation, des nouvelles technologies, etc. Encore une fois, je pense que l'Occident doit avoir une vision ou une pratique plutôt win-win de partage et de coopération plutôt que de s'opposer systématiquement aux BRICS. Faisons d'eux en fait des concurrents. Et de toute manière, cette bataille est d'ores et déjà perdue. Comme je le disais précédemment, vous savez, dans d'autres plateaux, je disais, on ne peut pas lutter contre le sens de l'histoire. Et l'histoire du XXIe siècle est en train de prouver que les prochaines décennies vont appartenir aux BRICS et à leurs membres. Très bien, alors Sébastien Perimoni, sur le volet important du transfert de technologie et de la maîtrise industrielle, est-ce que justement le groupe des BRICS représente un modèle alternatif permettant de soutenir le développement des pays émergents ? Alors déjà, revenir sur ce qui a été un peu dit auparavant, c'est-à-dire qu'en effet, on est en train de vivre ce qui a été vécu déjà dans le passé. C'est pour ça que je suis optimiste et à la fois, parfois, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu ça, on a eu le mouvement des non-alignés, on a eu des révolutions avec Sankara, Modibo Keïta, Indira Gandhi dans beaucoup de pays qui se sont émancipés, qui ont essayé d'ailleurs de créer des banques de développement comme la nouvelle banque des BRICS. On a eu ça déjà dans le passé. Et malheureusement, l'Occident, si vous voulez, a empêché l'émergence de ce nouveau paradigme. Donc, il faut être vigilant par rapport à cette nouvelle dynamique pour qu'elle soit renforcée et soutenue aussi ici en Europe pour qu'elle n'échoue pas cette fois-ci. Et en effet, cette dynamique des non-alignés, elle est très importante. Sur la question du transfert des technologies, je pense qu'il faudrait pas voir les BRICS comme une entité, je dirais, homogène. Aujourd'hui, le véritable moteur des BRICS, tout le monde le sait, c'est la Chine. La Chine, c'est 30% du commerce international. D'ailleurs, je prends un exemple français, les grandes sociétés françaises du CAC 40, comme L'Oréal, pour n'en citer qu'une, font plus de 50% de leur chiffre d'affaires en Chine. C'est 1,4 milliard d'individus, c'est 400 millions de personnes à revenus moyens ou intermédiaires, c'est-à-dire c'est un marché colossal. Donc aujourd'hui, la Chine est devenue le véritable moteur des BRICS. Et si on regarde l'économie chinoise, avec ses plans quinquennaux, elle a développé le plus grand réseau de chemin de fer mondial. Elle a éradiqué l'extrême pauvreté. Justement, la pauvreté, on y revient tout de suite, justement. Voilà. Sébastien Perimoni, on reste avec vous justement pour approfondir justement la question. Donc la Chine, vous le disiez, représente objectivement donc la locomotive économique donc de ce groupe qui est le BRICS. Il y a d'autres pays aussi, le Brésil qui a réussi aussi à faire d'importants progrès concernant notamment la lutte contre la pauvreté. Quelles mesures, selon vous, seront prises lors de ce sommet afin de promouvoir l'essor d'infrastructures en Afrique et l'accompagnement de l'objectif de lutte contre les inégalités sur notre continent ? Là, encore une fois, je pense que la Chine a pris le leadership sur cette question. On sait qu'il y a depuis l'an 2000 les forums sino-africains, les fameux FOCAC, Forum de coopération sino-africaine. On sait que la Chine est devenue le premier partenaire commercial des pays africains. On sait qu'elle y a développé des dizaines de milliers de kilomètres d'infrastructures, de chemins de fer à grande vitesse, comme le Nigeria, Nairobi, Mombasa, Djibouti, Addis Abeba. Il y a énormément de choses qui ont été faites par la Chine, qui est, je pense, un petit peu devenu un modèle en termes de développement et aussi un modèle en termes de transfert de technologie, de propositions concrètes de projets sur le terrain à travers ces FOCAC. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les pays, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Brésil, que ce soit même la Russie ou même l'Inde, sont en train d'essayer de rattraper leur retard par rapport à la Chine, justement, qui a un coup d'avance, aussi bien à l'intérieur de son propre développement que dans sa collaboration et ses transferts de technologies avec les autres pays. Très bien.
Mohamed Rabbah, je me tourne vers vous. Même question, quelles mesures seront prises lors de ce sommet afin de promouvoir l'essor d'infrastructures en Afrique? C'est une bonne question. L'Afrique, ce dont a besoin l'Afrique, c'est beaucoup plus de transferts technologiques que de dons. Actuellement, l'Occident se contente de donner des dons pour les Africains. Il n'a jamais été question de transfert technologique et d'investissement sérieux en Afrique de la part de l'Occident. Les BRICS, par contre, leur politique, c'est d'investir et ils ont opté pour un transfert technologique pour sortir ces pays du sous-développement. C'est pour ça que la Chine, ce qu'on voit actuellement en Afrique, la Chine, elle est pratiquement partout dans les pays africains, et les pays qui sont en train de collaborer avec la Chine se sont retrouvés avec des taux de croissance qui approchent les 10%. Donc, ce que nous attendons, nous, en tant qu'Africains de ces BRICS, c'est de continuer sur la même lancée et de faire en sorte qu'il y ait plus de transferts technologiques, plus d'investissements directs étrangers dans nos pays pour sortir l'Afrique de cette situation de pauvreté chronique dans laquelle elle se débat. Très bien. Alors la nouvelle banque de développement des BRICS, dirigée donc par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, a annoncé l'élargissement à de nouveaux membres ainsi que l'octroi de prêts en monnaie nationale pour accompagner justement des projets de développement dans le domaine énergétique, les infrastructures, la télécommunication. Pensez-vous, Nazim Sini, que cette banque de développement constitue un réel levier de dynamisation économique du Sud global ? Oui, complètement, parce que vous savez, quand on parle de développement économique, surtout pour un continent comme l'Afrique, avant tout, on parle d'investissement financier. Et donc, des prêts accordés, des flux financiers qui circuleraient telle une courroie de transmission pour irriguer l'ensemble des projets d'investissement. Et l'Afrique en a véritablement besoin, parce qu'il y a un retard à rattraper en matière d'infrastructure. D'abord, il faut électrifier le continent. Donc ça, c'est un préalable quand on veut lancer une industrialisation massive du continent africain. Il faut aussi le connecter avec un réseau de fibre optique et également assurer sa transformation numérique, mais aussi écologique. C'est pour ça que je crois fondamentalement dans la bienveillance et surtout, on va dire, l'accompagnement des BRICS dans la transformation économique véritablement du continent africain. En fait, cette banque de développement représentée, alimentée par les BRICS, va faire tout simplement ce que n'a jamais fait le FMI ou la Banque mondiale, à savoir financer des projets structurants, créateurs de valeur ajoutée, créateurs d'emplois, et également qui vont permettre à l'Afrique de véritablement passer un cap en matière de développement. D'abord, éradiquer la pauvreté, réduire les écarts de richesse, puisque aujourd'hui, on sait que 1% des richesses africaines, enfin plutôt 99% des richesses africaines sont détenues par 1% des personnes sur le continent, ce qui est un ratio outrageusement important. Et aussi, je pense qu'il y a une véritable volonté de s'impliquer durablement sur le continent, ce que n'ont pas fait les entreprises européennes ou américaines, qui se sont servies de l'Afrique comme d'un comptoir commercial, souvent en faisant des opérations presque, je vais vous dire, en one shot, alors que là, il y a une vraie volonté pour les entreprises brésiliennes, indiennes ou encore chinoises de s'implanter durablement. Et je pense que la véritable courroie de transmission, c'est cette banque qui va assurément financer des vrais projets sur du long terme. Sébastien Périmoni, est-ce que, selon vous, l'objectif est justement de permettre d'avoir une échappatoire au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale ? Ah ben clairement, vous savez, pour moi, la nouvelle banque de développement et Dilma Rousseff sont devenus la pire chose, le pire ennemi de la City de Londres, de Wall Street et du système tout notre système est basé sur le dollar. D'ailleurs, vous savez qu'au sommet Russie-Afrique, Sergueï Glaziev, qui est un économiste russe très important et connu sous le nom de Monsieur Dédollarisation, était en charge avec Poutine, avec Dilma Rousseff, d'organiser cette dédollarisation de l'économie mondiale. Et si vous regardez tous les articles qui sortent sur les BRICS actuellement, sur le sommet des BRICS, tout est sujet à cette question de la dédollarisation
de l'économie. Donc cette nouvelle banque de développement est un vrai cauchemar justement pour la City de Londres, pour Wall Street, pour tous ces intérêts financiers occidentaux qu'il faut le reconnaître. Vous voyez, aujourd'hui, le système monétaire financier occidental est en faillite. Je veux dire, dans nos pays ici en Occident, on a l'hyperinflation, on a tout qui coûte très cher, on n'a plus d'investissement dans les infrastructures, on brade les bijoux de famille, excusez-moi l'expression. Donc on a une société qui économiquement est en train de s'effondrer. Donc évidemment que cette alternative au FMI, à la Banque mondiale, au dollar est devenue la question qui va façonner finalement le siècle qui arrive. Et enfin, revenir sur la question des infrastructures, il ne faudrait pas non plus infantiliser l'Afrique. Évidemment que l'Afrique a besoin d'infrastructures et de technologies, mais aujourd'hui, c'est aux pays d'Afrique, si vous voulez, de dire, voilà, nous, on a besoin de projets d'infrastructures, on a besoin de tels projets, on a besoin de telle technologie, et on va demander à tel ou tel pays de venir nous aider sur cette question-là. Je voudrais citer beaucoup de projets. Le temps nous est compté, mais il y a le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad qui est en train de mourir. Il y a le projet Africa Rail pour faire une boucle ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Il y a un nombre important de projets qui sont défendus par les Africains depuis les années 60, en fait, qui n'ont jamais été réalisés. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté des jeunes leaders émergents, comme on le voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger maintenant, en Centrafrique, et réellement l'industrialisation du continent. Et on est dans cette dynamique-là, et qu'aujourd'hui, en effet, les BRICS et cette nouvelle banque de développement va pouvoir probablement jouer un rôle dans l'accélération de ce processus de la volonté d'industrialisation des pays africains qui sortent de ce néocolonialisme. Justement, on reste en Afrique. Quelles seront les tâches prioritaires de cette banque des BRICS? Comment pourrait-on envisager la relation entre cette nouvelle institution financière et la Banque africaine de développement, par exemple? On reste avec vous, Monsieur Perimoni. C'est une question complexe. Alors, on va dire diplomatiquement qu'elles pourront être complémentaires. Soyons diplomatiques. Voilà, disons que l'Union africaine également pourra contribuer à ce nouveau paradigme. Disons que la CEDEAO, dont on voit le rôle absolument de soumission complet aux intérêts occidentaux aujourd'hui, toutes ces organisations finalement, la plupart du temps ont été pipotées, disons les choses franchement, et ont été la plupart du temps soumises, on va dire, à cette hégémonie finalement du système occidental. Donc il faut souhaiter que ces institutions se réveillent, prennent en compte la volonté des peuples africains, prennent en compte ce changement de paradigme. Et d'ailleurs, on entend. Vous savez, vous avez par exemple, j'entendais l'ancien responsable du FMI, Monsieur Nogueira, qui est l'ancien responsable du FMI pour le Brésil, qui a défendu des politiques d'austérité pendant pas mal d'années quand il était au FMI, et qu'aujourd'hui est en train d'encenser la banque des BRICS, disant que c'est la révolution pour l'industrialisation du monde. Donc on va avoir ce type de changement. Je pense que finalement toutes ces organisations peuvent être complémentaires à partir du moment où on accepte la volonté des pays africains en particulier, mais je dirais pas seulement africains, les pays d'Amérique latine, les pays d'Asie du Sud-Ouest, d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire de rentrer dans ce nouveau paradigme de développement mutuel et d'en terminer justement avec cet impérialisme occidental. Nazim Chiani, même question, qu'en pensez-vous? Je vais être un peu plus précis que mon camarade. Un peu moins diplomate peut-être? Oui, un peu moins. Parce que, si vous voulez, c'est des mécanismes qui sont connus. Moi, je pense que cette banque de développement des BRICS va venir garantir des prêts qui seront octroyés par la banque africaine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il va y avoir un changement complet de philosophie. C'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale, avait tendance à financer, même pas à financer, à prêter de l'argent avec une conditionnalité. Ce que ne va pas faire la Banque des BRICS, du moins son ambition première, c'est plutôt d'accompagner des projets qui ont besoin d'un financement garanti et surtout stable. Et c'est en cela que je trouve que c'est hyper important, parce que le but, c'est pas que d'avoir une vision, c'est surtout de la traduire de manière opérationnelle
par la construction d'usines, par la construction d'infrastructures ou l'amélioration d'infrastructures existantes. Donc ça aussi, c'est très important. Et je pense aussi par l'accompagnement de projets innovants, pourquoi pas. Moi, je le vois effectivement, que ce soit en Algérie, au Kenya, dans pas mal de pays africains, où on a déjà limite une avance d'un point de vue, par exemple, dans le mobile payment, par exemple, dans le e-commerce, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites en Afrique, mais qui parfois soit manquent de médiatisation, soit manquent tout simplement de financement. Et je pense que cette banque va avoir un véritable rôle à jouer, puisqu'elle va venir irriguer, comme je vous l'ai dit précédemment, un tas de petits projets qui manquaient cruellement de ressources financières. Donc, je crois que c'est tout simplement ce qui va permettre vraiment l'essor du continent avec une garantie des financements qu'on n'avait pas autrefois. Parce que ce n'est pas les idées qui manquaient en Afrique, c'est surtout les moyens financiers. Les moyens financiers, effectivement. Alors, Mohamed Rabah, est-ce que vous pensez que cette nouvelle banque des BRICS pourrait donc sortir du système, nous faire sortir du système international instauré par les accords de Bretton Woods ? Je ne pense pas, mais je pense plutôt qu'il y aurait des complémentarités entre les institutions financières existantes dans le monde et cette banque des BRICS. Mais s'agissant de l'Afrique et de l'Algérie, c'est une très bonne opportunité dans la mesure où cette banque va à l'avenir, je pense, contribuer au financement des PME, PMI en Afrique et notamment des start-up. Cette banque aura également à se fixer un objectif très important, c'est la monnaie unique pour les BRICS. Je pense qu'ils ont intérêt à lancer dès maintenant une étude pour une monnaie unique pour les BRICS, ce qui ne sera pas facile, mais ça prendra du temps. Mais en attendant, il faudrait que cette banque encourage les transactions entre pays du BRICS à travers les monnaies nationales. Ça, c'est très important pour sortir un peu de l'hégémonie du dollar. Et on commence à le ressentir déjà, puisque déjà il y a eu des transactions entre des pays africains et la Chine, des pays de l'Amérique du Sud et l'Inde, la Russie, la Chine. Donc c'est une bonne chose le fait qu'on encourage ces transactions à travers des monnaies nationales. Très bien. C'est un point sur lequel nous allons revenir dans pas longtemps. Tout d'abord, direction donc Johannesburg, on retrouve notre envoyé spécial Mariam Zien. Mariam, bonsoir. Alors, qu'en est-il des principaux points qui seront donc abordés lors de ce sommet des BRICS et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la dynamisation de la nouvelle banque des BRICS ? Bonsoir Nohad. Alors les travaux du premier jour du sommet se sont poursuivis cet après-midi en présence des représentants et des chefs d'État du groupe des 5. Alors, en commençant par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président brésilien Da Silva, le premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine en visioconférence et le ministre chinois du commerce, autant que représentant officiel du président chinois Xi Jinping. 1500 personnes ou participants ont pris part du sommet aussi. C'est des délégations officielles des 5 pays des BRICS. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Selon le ministre du Commerce sud-africain, la réunion aujourd'hui a été un succès car elle a examiné les tendances en matière d'investissement. Ils ont aussi exploré la possibilité de débloquer d'autres éventuels opportunités d'investissement dans les pays des BRICS et aussi au monde entier. Les participants ont également débattu sur la question d'une monnaie BRICS, si elle est désirable ou non. Les patrons des BRICS, quant à eux, ont souligné que leur pays représente un quart de l'économie mondiale, représente aussi plus de 40% de la population mondiale.
tous ces pays ont un impact sur divers aspects économiques dans le monde. Il convient aussi de mentionner que la nouvelle banque de développement a démontré sa capacité à mobiliser des ressources pour l'infrastructure et les économies et le développement durable dans les économies émergentes sans condition. Ils sont prêts à soutenir les programmes du développement durable des pays sans condition. Et dans leur déclaration, les dirigeants des pays ont souligné aussi le rôle de la zone de libre-échange et son importance. Alors, pour finir, tout le monde sera invité, tout ce beau monde sera invité ce soir par le président Cyril Ramaphosa, autant que hôte du 15e sommet. Alors ça sera l'occasion de discuter de la potentielle adhésion de nouveaux membres pays du groupe des 5. Très bien, merci. Merci Mariam Ziane. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Johannesburg. Retour donc à ce sommet des BRICS. Le groupe des BRICS attire plusieurs candidats. Ils sont plus d'une vingtaine, plus de 20 pays à avoir exprimé officiellement donc leur volonté de rejoindre le groupe. Quelles sont les perspectives de cet élargissement, un élargissement attendu, et en quoi cela constituera-t-il une valeur ajoutée aux BRICS, Sébastien Perimoni? Ça montre justement le changement de paradigme dans lequel on est. Vous savez, l'intervenant précédent parlait de la dédollarisation. Il faut savoir que même en France, des entreprises comme Total, aujourd'hui, ont signé des partenariats avec la Chine, par exemple, pour payer une partie du gaz naturel liquéfié en yuan. Donc c'est toute une dynamique globale. Et je veux revenir sur quelque chose, parce que vous avez mentionné Bretton Woods. Bretton Woods, c'est 1944. À l'époque, c'est un taux de change fixe entre les monnaies et une réserve or. C'est-à-dire qu'il y a un index commun à l'ensemble des pays avec des taux de change fixe entre les monnaies, ce qui fait que tout le monde est un petit peu dans le même bateau. Or, en 1971, Richard Nixon détruit les accords de Bretton Woods. C'est lui qui met fin au système de taux de change fixe et de réserve or, et donc qui fait un système de taux de change flottant basé sur la monnaie. Et à l'époque, en effet, la monnaie la plus importante, c'est le dollar, et donc tout le monde doit emprunter en dollars. Donc on n'est plus du tout dans le système de Bretton Woods, en fait, depuis 1971. Alors que justement, ce que proposent les BRICS, c'est de revenir à ce système dit de Bretton Woods, tout du moins dans la philosophie, c'est-à-dire que toutes les monnaies soient considérées d'égal à égal. Vous savez qu'on parle, c'est dont parlait l'économiste brésilien, d'une monnaie des BRICS, le R5, parce que vous savez que toutes les monnaies des pays des BRICS commencent par R, donc le Réal, le Rand, le Roupie, le Renminbi et le Rand. Enfin j'en oublie un probablement. Donc voilà, on parle d'une monnaie unique, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'intention des BRICS aujourd'hui. L'intention des BRICS, c'est vraiment de créer un système qui revient à ce que chaque pays de la planète, c'est d'ailleurs ce qui est discuté, un monde inclusif, gagnant-gagnant, multilatéral, multipolaire, on peut l'appeler comme on veut, justement de revenir à cet esprit de Bretton Woods, où chaque pays dans le monde, si vous voulez, avec la même chance, avec une convertibilité dans cette monnaie digitale, qui peut être une monnaie digitale aujourd'hui, ça n'a pas besoin d'être une monnaie qui a une existence physique comme l'or. Donc il va y avoir tous ces débats, mais encore une fois, les débats monétaires, vous savez, l'argent c'est stupide. Donc tout dépend de la politique qui va être menée. Et ce qu'on voit avec la Chine, les sommets sino-africains, la dynamique des BRICS, ce qu'il y a eu au sommet Russie-Afrique, vous savez, les deux discussions les plus importantes au sommet Russie-Afrique, c'était le développement des technologies spatiales et le développement des technologies nucléaires. Donc vous avez aujourd'hui plus de 15 pays en Afrique qui ont demandé à la Russie de l'aider à développer un programme de nucléaire civil. Vous avez 25 pays qui ont lancé leurs propres satellites. Et ça permet de développer non seulement des technologies, mais de former la jeunesse, de la qualifier, d'avoir des projets concrets de développement. Et je pense que c'est cette dynamique-là que réellement amènent les BRICS, par-delà les débats monnaie nationale, monnaie commune, réserve commune. Voilà, il y a des débats techniques. Mais je pense que l'état d'esprit, de toute façon, facilitera les débats sur ces détails techniques. Très bien. Nazim Sini, est-il possible de s'affranchir du dollar, selon vous, en créant donc une monnaie commune aux BRICS ? C'est une question très intéressante parce que je vais vous dire, en fait, se débarrasser du dollar dans l'immédiat, non. Parce que quand on voit les réserves de change que possède la Chine
ou que possède par exemple le Brésil en dollars, qui sont libellés en dollars, ça ne sera pas pour demain. Mais par contre, pourtant, il y a une baisse des échanges commerciaux en dollars, notamment avec les sanctions qu'a connues la Russie. Ben oui, exactement. Mais après, si vous voulez, après c'est un débat technique. Si on veut totalement se désolidariser ou se passer ou s'émanciper du dollar, c'est-à-dire qu'il faut avoir une monnaie d'échange qui soit acceptée, dans laquelle on a confiance. Parce que surtout en théorie monétaire, ce qui est important, c'est d'avoir confiance dans la monnaie avec laquelle on pratique les échanges. Donc c'est pour moi la volonté des BRICS de créer une monnaie commune et non pas une monnaie unique. C'est très important de faire la distinction entre les deux. Une monnaie unique, c'est par exemple comme l'euro, c'est-à-dire une monnaie qui va supplanter votre monnaie nationale, alors que l'idée des BRICS, elle est beaucoup plus ingénieuse et qui respecte la souveraineté des pays membres, c'est-à-dire une monnaie supplémentaire qui viendrait servir pour les échanges avec les pays membres des BRICS. Et en cela, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour qu'elle puisse voir le jour. D'abord, il faut assurer sa stabilité, sa convertibilité, ça vient d'être dit, mais aussi l'indexer sur un panier, soit un panier de devises déjà existantes, soit sur des étalons or. Mais là, ça poserait des difficultés, notamment puisque les réserves d'or sont inéquitablement réparties à travers le monde. Donc, ça va privilégier les pays qui sont détenteurs d'or, ou par exemple sur des valeurs de matières premières. Mais là aussi, ça ne fera pas les affaires des pays qui ne sont pas producteurs de matières premières. Donc, c'est vraiment un débat qui est complètement ouvert, mais l'idée séduit de plus en plus, puisque ça permet effectivement de s'émanciper totalement d'une monnaie que la plupart des pays ne contrôlent pas, ne maîtrisent pas. Vous imaginez que les États-Unis ont créé un monstre qui s'appelle le dollar, qui leur permet d'avoir une condition d'extraterritorialité. C'est-à-dire que les États-Unis sont le seul pays au monde qui peuvent sanctionner une entreprise ou un pays parce qu'elle utilise le dollar. Donc c'est complètement une hérésie. Et c'est de ça dont veulent s'émanciper la plupart des pays membres des BRICS et ceux qui veulent rejoindre les BRICS. Espérons que ce sommet va déboucher sur quelques pistes de réflexion. Il ne faudra pas s'attendre à des grandes annonces, mais plutôt des pistes de réflexion qui vont ouvrir, je l'espère, dans les prochaines années, des solutions alternatives. Très bien, Mohamed Rabah, quelles sont les principales difficultés pouvant donc entraver un tel projet donc, de création de monnaie commune ? Je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, ce n'est pas facile dans l'immédiat d'aller vers une monnaie commune. Il va falloir lancer des études. Ça ne se fera que dans le long terme, sur une dizaine d'années, parce que la plupart des pays des BRICS sont actuellement arrimés au dollar. Leurs réserves de change, elles sont très très importantes en dollars. Se séparer du dollar du jour au lendemain, ça ne va pas être facile. Mais il faudrait se projeter dès maintenant, à travers des études parrainées par la Banque des BRICS, pour trouver une solution. Parce que techniquement, ça va être très difficile d'avoir cette monnaie unique. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut commencer par encourager, dès maintenant, les transactions entre pays des BRICS à travers les monnaies nationales. Et lancer des études pour que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, on arrivera peut-être à une monnaie unique qui va surplomber un petit peu l'hégémonie du dollar. Parce que... Mais est-ce qu'on peut considérer que cette volonté donc, de créer une monnaie unique est un signe d'affaiblissement de l'hégémonie occidentale au niveau économique ? Bien sûr. Vous n'avez qu'à le constater. On l'a constaté à travers la presse occidentale. Ils sont en train les BRICS, ça les dérange beaucoup. Notamment l'idée de créer une monnaie unique au sein des BRICS, ça dérange beaucoup l'Occident parce que actuellement les États-Unis, le fait que tout est arrimé à leur dollar, vous vous rendez compte, les États-Unis, ils ont un déficit qui est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Parce que tout est arrimé à leur dollar et ils se permettent le luxe
de faire fonctionner la planche à billets comme ils veulent, alors que les autres pays sont astreints au respect de ce déficit. Eux, ils ne le respectent pas. Très bien. Alors, messieurs, les BRICS constituent un espace multilatéral exprimant la volonté de construire un monde multipolaire. Sébastien Périmoni, paradoxalement, des pays occidentaux faisant partie du G7, comme la France, ont exprimé leur volonté d'assister en tant qu'observateurs à ce sommet. Comment peut-on analyser cela ? Je pense que, d'ailleurs, j'ai des amis qui sont activistes panafricanistes qui sont en train de chercher partout Emmanuel Macron au Forum des BRICS, mais blague à part, il n'a pas été invité. Et je pense que voilà, les dirigeants européens, vous savez, ils ne sont pas totalement, ils sont totalement arrogants. Et je pense qu'aujourd'hui, l'arrogance occidentale est remplacée par l'intelligence du Sud global. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais je pense que malgré cette arrogance, il y a, je pense, aujourd'hui une acceptation de l'échec, en fait, de la politique occidentale. On le voit d'ailleurs en Afrique. Vous savez ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone, où la France va disparaître. Le franc CFA va disparaître dans les années qui viennent. Les accords de coopération militaire vont disparaître. Donc voilà, c'est la fin d'une période. Et je pense que même si nos dirigeants sont arrogants, ils ne sont pas totalement stupides. Et aujourd'hui, ils essayent non pas de rejoindre cette dynamique, parce que je pense que ce n'est pas le cas de Macron, mais si par exemple vous prenez l'Italie, il y a un grand débat en Italie parce que le gouvernement précédent a signé des accords de partenariat dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie chinoise. Donc vous avez la Suisse qui a signé des accords de partenariat dans le cadre des routes de la soie chinoise. Donc il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est aussi qui ont signé des accords dans ce sens. Donc on a beaucoup de pays d'Europe qui petit à petit de toute façon s'intègrent à ce nouveau paradigme, parce que pour moi ce nouveau paradigme il est tout simplement inévitable. Donc il va y avoir de la résistance, on a les néoconservateurs, comme on dit chez nous, qui vont essayer de déstabiliser la Russie par des coups d'État en Ukraine, qui vont essayer de déstabiliser la Chine par la manipulation d'agents, si vous voulez, à Taïwan, etc., etc. Donc il va y avoir de la résistance de la part du monde occidental. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette résistance, elle est vaine. Comme je l'ai dit au début, on est dans ce changement tectonique, comme l'a dit Lavrov, dans ce changement d'époque. On vit la fin du néocolonialisme occidental, de cette hégémonie occidentale. Et je peux vous dire même de toute façon que dans les populations même occidentales, il y a beaucoup de gens qui, justement, un peu comme moi ou d'autres, résistent à cet impérialisme, à ce néoconservatisme, à cette politique hégémonique. Vous savez, on a détruit l'Irak, on a détruit la Libye, on a détruit la Syrie, on a détruit le Yémen, on a détruit l'Afghanistan. Donc à un moment donné, tout ça pour s'appauvrir, parce que l'Occident s'appauvrit. Le dollar, comme l'a dit le monsieur précédemment, le dollar aujourd'hui, c'est une monnaie qui est totalement virtuelle. Le dollar ne vaut strictement plus rien si on regarde la réalité physique du monde. Donc évidemment, il y a une certaine hégémonie politique. Mais la réalité, c'est que le dollar ne vaut plus rien. Le système financier occidental, il est en faillite. Et ça, tout le monde le sait. Et donc je pense qu'il y a, disons, certains conseillers de nos présidents qui se disent, bon, il va peut-être falloir, si vous voulez, faire un pas vers ce nouveau monde, puisqu'on ne va pas pouvoir résister, si vous voulez, trop longtemps. Très bien, Nazim Sini, même question. Comment expliquer donc cet engouement des pays qui ne font pas partie des BRICS, des pays occidentaux, à vouloir être observateurs à ce sommet ? Parce qu'ils veulent être aux premières loges de leur déclassement, j'ai l'impression. Enfin, je vous le dis un peu de manière cynique, mais en fait, clairement, ils veulent voir, ils veulent observer comment ces pays-là sont en train de s'émanciper. Et ils veulent aussi garder la main sur leur... Parce qu'en fait, ils perçoivent les BRICS comme des concurrents potentiels. C'est ça le drame, si vous voulez. Ce à quoi on assiste, c'est une polarisation du monde qui a été créée par les Occidentaux. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont les médias étrangers qui ont tendance à opposer les BRICS au reste du monde. Alors que les BRICS n'ont pas du tout cette vision. Bien au contraire, ils sont dans un partage, ils sont dans une volonté de relations multidimensionnelles, multipolaires également. Et aussi, il faut dire, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit plus tôt. En fait, je pense que
les pays occidentaux ne descendront jamais de leur piédestal. Parce que pour eux, ça serait une façon de dire on est en train de se tiers-mondiser quelque part. Donc ils veulent continuer à garder, à rester dans ce statut-là de pays industrialisés, de pays riches. D'ailleurs, il y a qu'à voir, et ça dans les faits économiquement c'est le cas, puisqu'il y a une différence de PNB par habitant dans les pays riches qui est supérieure à ceux des BRICS. Mais vous allez voir, on va assister à un phénomène de rattrapage. Et c'est ça qui fait peur quelque part les Européens. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, j'espère vraiment que ce sommet va aboutir à de très bonnes choses et que c'est une nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre avec évidemment des leviers sur le développement, sur la réduction des inégalités et surtout avec une mondialisation plus inclusive. Très bien. Dernière question, elle est pour vous, Mohamed Rabbah. Alors que l'ombre d'une crise économique majeure plane sur l'Occident, est-ce que l'élargissement des BRICS constitue une véritable alternative de préservation de la croissance économique et par conséquent la fin de la mondialisation à la sauce occidentale? Moi, je pense que c'est une bonne alternative pour le monde. L'avènement des BRICS va changer totalement la donne. Et il va mener le monde vers une nouvelle organisation juste et équitable. Et les Occidentaux l'ont compris. Et s'ils ne prennent pas ce train qui est en marche, ils risquent de rester sur le quai. Et ça, c'est très important. Ils ont compris que ce monstre qu'est les BRICS a pris de l'envergure. Il est en train de rallier à lui plusieurs pays. Déjà, il y a 69 pays qui ont émis leur vœu de rejoindre les BRICS. Il y a 20 pays qui ont postulé officiellement pour rejoindre les BRICS. Vous vous imaginez si ces 20 pays seront acceptés par les BRICS, le groupe BRICS va se retrouver avec un PIB mondial de 40%, avec une population qui dépasse les 50% de la population mondiale. Vous vous rendez compte du poids de ces BRICS? 40% du PIB mondial, plus de 50% de la population mondiale. Et là, ça va continuer. Le prochain forum, ça va être une autre vingtaine de pays qui vont rejoindre et ça va en s'agrandissant. C'est pour ça que l'Occident a peur de ce qui est en train de se faire. Très bien. On arrive donc à la fin de cette émission spéciale consacrée au 15e sommet des BRICS. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent ce soir. Nazim Sini, je rappelle que vous êtes expert économique en charge des relations internationales. Sébastien Périmoni, responsable du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Et puis Mohamed Rabbah, économiste. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol.